Un mariage, des vacances ou tout simplement l'intérêt scientifique que vous portez à la prévision météorologique et aux mécanismes qui la régissent. Voici plusieurs raisons pour vous intéresser à la prévision à long terme que nous vous proposons d'analyser dans ce décryptage des météos numéro 36. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Pour travailler sur les prévisions et les tendances à long terme, rien de tel que d'utiliser le site du supercalculateur européen, du Centre européen des prévisions à moyen terme, ECMWF, dont vous avez l'adresse en description. Et quand vous êtes dans le menu Charts que vous avez ici, eh bien, vous pouvez aller cliquer soit au médium, soit sur subsaisonnal, donc l'infrasaisonnier, voire même éventuellement les saisonniers. Et alors, n'oubliez pas quand même, vous pouvez jouer avec plusieurs options, mais vous voyez que là, vous avez coché l'Assemble Forecast, donc c'est le modèle ensembliste. Contrairement au modèle déterministe, eh bien, le modèle ensembliste contient 50 scénarios et nous permet donc de diversifier les approches, la prévision et d'avoir quand même une certaine, peut-être pas certitude, mais une certaine probabilité dans le temps qu'il fera au-delà de 5 à 7 jours et 10 jours. Avant d'utiliser ces ressources non traditionnelles, prenons celles traditionnelles du modèle européen version déterministe qui est à l'instant T0, eh bien, une cartographie de l'atmosphère enregistrée par des mesures in situ, donc les stations d'observation, mais aussi les radars, les satellites, etc. Et alors, vous avez la version ensembliste, qui est un panel de scénarios avec à l'instant T0, eh bien, une cartographie un peu modifiée parce que on estime que la version déterministe peut être toujours incertaine. L'atmosphère contient beaucoup d'incertitudes et en modifiant légèrement, eh bien, à l'instant T et en ayant tout ce panel, eh bien, on essaye d'avoir une multitude de scénarios, ici 50, pour essayer quand même de varier tous ces scénarios et d'avoir un panel qui permet d'avoir toute une série de probabilités, toute une série de scénarios qui couvrent finalement eh bien, ce que l'atmosphère pourrait nous réserver pour les 5, 7, 10 et 15 jours. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons constater sur ce modèle ici déterministe qui reste le modèle central, le plus probable malgré tout météorologiquement parlant, eh bien, c'est dans le cumul de précipitations d'ici au dimanche 5 octobre. Et on peut voir vraiment des zones bleues, voire même blanches du côté du nord-est de l'Europe, donc Sud-Finlande, États baltes, etc. Mais aussi du côté de la France, peu de précipitations aussi de manière générale sur l'Europe centrale. Nous avons quand même quelques bonnes précipitations sur la péninsule ibérique qui sont donc la trace des restes de l'ouragan Gabriel qui passe ce lundi sur cette zone-là. Et alors la goutte froide qui a concerné la France et l'Europe centrale, eh bien, s'est décalée donc au sud de cet anticyclone, vers le sud-est de l'Europe, au-dessus essentiellement de la Grèce et à l'ouest de la Grèce, au-dessus de la mer Égée, et de la mer Ionienne qui sont encore chaudes. Et avec cette goutte froide, cette zone froide d'altitude, eh bien, on a un fort contraste thermique qui peut générer d'importantes précipitations, clairement des cumuls au-delà de 100 millimètres quand même pour cette semaine, peut-être même qu'on en parlera d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et alors, sur toute la zone à la frange nord-ouest de cette barrière anticyclonique, eh bien, nous avons clairement ici la trace de l'ouragan Umberto qui est pour l'instant bien actif dans l'Atlantique tropical et subtropical et qui va remonter avec le courant jet vers l'Atlantique plus tempéré. On a tout le courant d'ouest qui frappe sur la partie ouest de l'anticyclone nordique, et bien la Norvège. Donc c'est aussi toute l'alimentation en vapeur d'eau qui va donc être entraînée par l'ouragan Umberto et les courants d'ouest. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez important. On a d'ailleurs cette zone aussi du côté de l'ouest de l'Écosse. Et donc tout ceci sera important pour tenter d'avoir quand même une cartographie à long terme
de ce qui va se passer, pardon, sur l'Europe et le proche Atlantique. Voici une première carte, donc issue du modèle ensembliste européen, une carte multi-paramètres pour la période du 29 septembre au 6 octobre. Et donc, nous avons ici trois paramètres. Le premier paramètre, en ligne noire, eh bien, c'est l'anomalie de géopotentiel. Donc, la géopotentiel, c'est la fameuse pression d'altitude qui permet de distinguer les grands ensembles. Et nous pouvons constater ici que vous avez bien donc cette anomalie anticyclonique sur le nord-est de l'Europe. Et nous avons une anomalie aussi anticyclonique qui essaye de repousser par les racines donc subtropicales de l'anticyclone des Açores. Vous avez ici la goutte froide qui est au sud de l'anticyclone. Alors les lignes bleues, la ligne rouge, par exemple, ici vous avez une ligne rouge, eh bien c'est l'anomalie d'ensoleillement. Donc quand vous êtes au cœur de l'anticyclone, comme vous avez aussi des lignes rouges, eh bien, vous êtes clairement dans une zone plus ensoleillée. Et les plages bleues ou vertes, eh bien, c'est l'anomalie de température. Et évidemment, dans la goutte froide, eh bien, vous avez une anomalie bleue et donc il fait plus froid que la normale. Et par exemple, sur le flanc ouest de l'anticyclone, dans ce transport de vapeur d'eau issue de l'Atlantique subtropical, et bien sur la façade ouest de la Scandinavie, vous avez une anomalie assez importante, élevée de température, comme vous avez aussi des températures plus élevées sur l'Espagne avec le retour de l'anticyclone subtropical. Et donc, vous avez une photographie sur une semaine, malgré tout, mais vous avez une photographie assez générale, eh bien, du temps qu'il peut y avoir pendant cette semaine sur le continent européen. Prenons maintenant les probabilités de formation et de passage de cyclones tropicaux à partir du 26 septembre pour une période allant de 72 à 240 heures, donc 3 jours jusqu'à 10 jours. Et vous avez clairement ici la trace de Umberto qui va donc remonter vers le nord-est avec la trace de la vapeur d'eau qui va potentiellement frapper donc les îles britanniques et la Norvège, comme je viens de l'expliquer. Vous avez toujours le typhon Neoguri dont j'ai parlé dans le décryptage précédent. Et alors, si nous prenons cette fois-ci aussi, eh bien, les probabilités jusqu'à 408 heures, c'est-à-dire clairement plus de 2 semaines, eh bien, vous avez toujours la trace éventuellement de Umberto et d'autres traces dans le Pacifique oriental et aussi Golfe du Mexique, baie du Campeche, donc du côté du Mexique. Il faut savoir que à partir d'octobre, eh bien, l'activité cyclonique tropicale du bassin atlantique a tendance à se déplacer vers l'ouest et peut, avec son énergie envoyée vers latitude tempérée, eh bien, il peut éventuellement influencer le courant de jet nord-américain qui ensuite se déplace évidemment vers l'Atlantique Nord. Donc cela peut avoir un impact indirect sur la météo européenne. Et tant qu'on y est toujours, comme je l'ai expliqué avec Neoguri, eh bien, les cyclones tropicaux du Pacifique occidental peuvent se déplacer vers le Japon et vers l'est du Japon et peuvent influencer le courant de jet nord-pacifique et comme on l'avait vu avec Neoguri, donc indirectement peuvent donc influencer le courant de jet nord-américain et nord-atlantique et donc on gardera aussi un œil sur l'activité cyclonique tropicale atlantique Pacifique Est et Pacifique occidental pour le mois d'octobre. Tâchons d'y voir plus clair et plus loin pour le mois d'octobre, avec cette fois-ci l'anomalie de pression de sol pour la période 29 septembre 6 octobre avec le bel anticyclone nordique. Vous avez les basses pressions sur la Grèce avec les précipitations importantes et vous avez une dépression qui va clairement s'installer vers l'Islande avec les restes de l'ouragan Umberto et un anticyclone, on va voir, qui va se réinstaller donc sur le flanc sud du courant de jet qui sera renforcé par l'arrivée des restes de Umberto. Et donc, pour la période donc au-delà du 6 octobre vers le 13 octobre, eh bien, on voit que l'anticyclone nordique se rétracte vers l'intérieur de la Russie et que la dépression islandaise tente de s'incruster vers le bassin de la mer du Nord. Mais on voit que l'anticyclone subtropical se réinstalle sur donc l'Espagne et le sud de la France et on va avoir clairement quand même eh bien un petit changement de temps sur l'Europe du Nord-Ouest avec tout ceci.
Sans grande surprise, si nous prenons les anomalies de précipitations pour cette période du 6 au 13 octobre, eh bien, l'anomalie sèche persiste sur la Russie. Vous avez une anomalie sèche qui se réinstalle donc sur la péninsule ibérique, et entre les deux, eh bien, vous avez cette dépression islandaise qui tente de s'incruster par le nord-ouest, avec donc une anomalie humide, eh bien, sur le bassin de la mer du Nord en partant de l'Islande. Donc peut-être qu'effectivement, la semaine du 6 octobre, eh bien, verra le retour de précipitations un peu plus nettes par le nord-ouest et le bassin donc de la mer du Nord et l'Atlantique Nord. Le diagramme du modèle ensembliste européen pour Bruxelles avec le paramètre pression et celui des précipitations montre bien ce changement de temps pour la semaine du 6 octobre. Alors évidemment, quand on dit qu'il y a des anomalies sèches du 29 au 6, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pleuvoir jusqu'au 6 octobre. Et donc on a une anomalie lissée moyenne jusqu'à cette période-là, mais donc le retour des précipitations commence bien avant le 6 octobre. Et s'il fait plus humide que la moyenne du 6 au 13, ça ne veut pas dire qu'il pleuvra tous les jours de cette période-là. Mais donc, on peut voir qu'effectivement, le 4 ou 5 octobre, on aura l'engagement de cette dépression islandaise alimentée par les restes de Humerto qui vont dériver vers l'Atlantique Nord. Et donc, évidemment, après, on aura l'occasion d'analyser ce qui se passera. Peut-être qu'on aurait le retour de pression un peu plus élevé, donc en allant vers le 10 octobre. Et on voit ici que le diagramme des précipitations est un peu plus faible pour cette période-là. Mais tout ceci ne veut sans doute encore vraiment rien dire dans les détails. On essaye simplement de savoir plus ou moins semaine par semaine ce qui pourrait faire comme temps sur une zone bien particulière. Si nous tentons d'y voir encore plus loin avec la prévision hebdomadaire par bâtonnet pour Bruxelles, donc les paramètres donc de température, d'anomalie de température, d'anomalie de précipitation et d'anomalie de pression de sol, eh bien, si nous allons au-delà du 13, par exemple, on peut constater qu'on a tendance à avoir les températures qui remontent légèrement pour la semaine qui va nous mener au 20, avec de pair donc cette anomalie qui tend à remonter. On a les précipitations, c'est pas totalement net, mais qui ont tendance à légèrement baisser en allant vers le 20, et les pressions qui remontent légèrement. Donc on pourrait effectivement penser qu'un anticyclone pourrait éventuellement se réinstaller pour la semaine allant vers le 20 octobre, mais ceci est largement à confirmer bien évidemment, et ceci pourrait avoir une légère influence sur les températures légèrement au-dessus de normal et les précipitations légèrement en dessous de normal, mais ceci est à analyser dans les prochains jours et les prochaines semaines. Cette tendance anticyclonique pour la mi-octobre est évidemment aussi visible sur le diagramme de Hofmöller. Donc vous avez toujours le méridien de Greenwich présent ici. Et donc vous avez des lignes rouges représentant des anomalies anticycloniques. Et puis vous avez cette infiltration dépressionnaire plus ou moins pour donc la période du 5 au 12 octobre. Mais évidemment, comme tout ceci, c'est la même source que donc le diagramme précédent avec le Centre européen des prévisions à moyen terme, il est normal que tout ceci montre la même tendance qui doit encore une fois être vérifiée dans les prochains jours et les prochaines semaines. Dernier élément à analyser, il s'agit de l'oscillation de Madden-Julian. Je vous renvoie au décryptage météo numéro 12 pour plus d'informations à ce sujet. L'affiche s'affiche au-dessus maintenant. Je fais juste un bref résumé. L'oscillation de Madden-Julian, c'est une oscillation entre une phase active et inactive de l'activité tropicale. Et cette phase active se déplace habituellement vers l'est en partant de l'Afrique, traversant l'océan Indien, traversant le continent maritime de l'Indonésie et puis évoluant vers le Pacifique, d'abord occidental et oriental évidemment. Et cette oscillation de Madden-Julian a une importance pour nous Européens car c'est une source d'énergie qui se transmet ensuite
hauts courants de jet qui défilent depuis donc le Pacifique vers l'Atlantique. Et en fonction des phases, eh bien, on trouve plus ou moins différents régimes en Europe. Et ce qu'il se passe, c'est que actuellement, l'oscillation de Manuel Julian, eh bien, si on remarque bien, le jour 1, elle est plutôt, donc, elle était même en phase 4 et maintenant elle est en phase 3. En violet, le jour 5, elle est même plutôt en phase 2. Et puis, et si on se déplace vers le jour 15, elle va même vers la phase 1. Donc, elle va à contresens de ce qu'on a actuellement. Mais elle avait tendance ces derniers temps à beaucoup rester immobile entre océan Indien et continent maritime, favorisant plutôt théoriquement, eh bien, des blocages anticycloniques sur la Scandinavie. Raison pour laquelle, donc, nous avons un blocage anticyclonique. Son déplacement à contresens vers les phases 3, 2 et 1 favorise plus, eh bien, des NAO+, donc des régimes atlantiques positifs avec un anticyclone des Açores renforcé. C'est peut-être l'origine de ce qui pourrait arriver donc ces prochains jours avec le rétablissement de l'anticyclone subtropical, aussi réalimenté eh bien, par l'arrivée de Umberto. Mais donc, on peut voir que l'oscillation de Madeleine Julien, pour l'instant, a un comportement très particulier, et c'est une des raisons pour lesquelles, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas énormément de mouvements dans le régime de temps européen, et c'est quand même un élément sur lequel il faudra encore garder un œil ces prochaines semaines pour essayer, évidemment, de savoir comment va évoluer la météo en Europe en fonction de cette oscillation qui, pour l'instant, a donc un comportement tout à fait inhabituel. Voilà, j'espère que ce décryptage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus pour le référencement, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas avec la clochette pour être prévenu la prochaine fois. Si vous avez des questions sur des sujets techniques, parce que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Vous voyez bien qu'on n'hésite pas à aborder des sujets un peu différents. C'est ce qui fait la force de notre chaîne. Et pour ça, elle mérite d'être plus connue et d'être partagée. Donc, n'oubliez pas aussi de la partager, c'est important. Je vous donne rendez-vous donc ce jeudi pour le premier donc direct météo. Nouvelle formule, donc le bilan mensuel du mois de septembre, ce jeudi à 21 h. Et puis évidemment, on se retrouvera pour le décryptage météo numéro 37 le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et salut.